Alors, partagez s'il vous plaît un maximum. Allez, allez, on y va. Ça me laisse le temps de lancer ça. Là. Partagez un maximum s'il vous plaît. Allez, partagez, 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 partagez. Salut les amis, salam alaikum, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver pour cette chronique habituelle avec Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous allez nous poser de bonnes questions. Ah bah écoutez, Monsieur Cohen, oui, merci en tout cas d'être encore là ce soir. Je tiens à rappeler les amis, pour celles et ceux qui n'ont pas encore compris, donc c'est une chronique hebdomadaire tous les vendredis qui nous allons bientôt fêter avec Monsieur Cohen notre 3e anniversaire. Hein. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. En tout cas, n'hésitez pas à partager un maximum et celles et ceux qui veulent participer, comme d'habitude, le lien sur Twitter, sur TikTok, sur les autres plateformes, n'hésitez pas. Et aussi, alors je tiens à remercier le premier donateur, qui a contribué, qui a fait un geste pour contribuer à ce travail qui est fait. Merci à lui, il se reconnaîtra. Monsieur Cohen, on va commencer, donc bien sûr, sur l'actualité et cet accord de paix entre le Hamas et l'entité sioniste. Donc, ils auraient trouvé un accord. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va tenir? Voilà, dites-nous un petit peu votre ressenti. C'est un accord dont Trump avait énormément besoin. C'est-à-dire que lui voulait absolument. D'ailleurs, il a toujours cette idée dingue d'avoir le prix Nobel de la paix. Bon. A priori, enfin apparemment, d'après les commentateurs américains, il est obsédé par ce prix Nobel. Parce que Obama l'a eu et lui voudrait l'avoir. Voilà. Et bon, il a fait des énormes pressions. Bon, de toute façon, il peut obtenir ce qu'il veut d'Israël. Mais bien sûr, il y a le lobby sioniste aux États-Unis qui le contrôle, sans compter qu'on peut avoir des dossiers sur lui, etc. Mais disons qu'il est arrivé à cet accord, ce gentleman agreement, comme on dit dans les relations internationales, c'est-à-dire un accord entre gentlemen, c'est-à-dire un accord verbal, pas un traité, où Israël avait aussi intérêt à lever le pied. Parce que, bon, les Israéliens voient le monde s'éloigner d'eux, même aux États-Unis d'ailleurs. C'est une catastrophe aux États-Unis. Les sondages sont impitoyables et l'image d'Israël est devenue vraiment, même chez les Juifs américains, et partout dans le monde, c'est vraiment une levée de bouclier, c'est une résistance et les Israéliens voient s'effondrer tout le capital moral, tout le capital spirituel, intellectuel, etc., qu'ils ont construit depuis 80 ans, s'effondrer. Bon. Et donc, il y a dû y avoir des négociations très serrées qu'il fallait qu'il fallait pousser et arriver à un accord. Bon. Cet accord, il ne faut pas rêver. C'est un accord de type colonial. C'est-à-dire, il y a un cessez-le-feu. Bon, d'accord. Mais un cessez-le-feu, combien de temps il va durer? Avec les Israéliens, vous savez ce que c'est. Hein, bon. Donc, croire que les Israéliens vont respecter un cessez-le-feu et surtout
chercher une solution raisonnable, globale pour le futur, il n'en est pas question. Je pense que la classe politique israélienne actuelle, qui est soutenue par 80% de la population, il faut le répéter, hein, c'est vider Gaza de ses habitants. Bon, ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont il y a déjà une étape. Une étape, c'est que Gaza est détruite à 85-90%. Bon. Ça veut dire que les gens qui vont continuer à y vivre, enfin si on peut appeler ça y vivre, je ne sais pas comment, il ne faut pas oublier une chose, c'est que je ne sais pas si on en a parlé dans les accords, il y a 20 points et je n'ai pas vu personnellement, mais peut-être ça m'a échappé, mais en tout cas ça m'étonnerait qu'Israël laisse l'accès à Gaza libre aux autres, c'est-à-dire que, à mon avis, il doit contrôler tout le temps tout ce qui rentre à Gaza. Donc déjà, il ne faut pas rêver de faire entrer de la nourriture à volonté, du matériau de construction, etc. Bon. En fait, le but de cet accord, c'est d'abord de libérer les otages. Trump va aller en Israël le lundi, je viens de l'apprendre. Il va faire un discours à la Knesset, au Parlement israélien. Il va rester 4-5 jours, 4-5 heures, et repartir. Donc, il va marquer de son sceau, voilà, je suis venu. Je rappelle que Netanyahou aurait pu récupérer les otages dès le premier mois après le 7 octobre. Voilà. Le Hamas était prêt à rendre tous les otages. Et si cela n'a pas été fait, c'est parce que Netanyahou voulait les sauver par la force. Et il avait d'autres objectifs. Donc, Trump, on lui donne le titre de sauveur des otages. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Disons qu'ils ont joué à une pièce de théâtre ensemble, lui et Netanyahou. Bon, allez, je vais lui forcer la main, etc. En fait, si Netanyahou n'avait pas voulu, Trump n'aurait pas pu l'exiger. Mais ils ont joué cette pièce de théâtre, mais en fait, après, qu'est-ce qui va se passer après? En principe, il y a le désarmement du Hamas, enfin en principe. Mais admettons, bon, on imagine mal le Hamas se laisser désarmer. Mais si Israël dit, voilà, le Hamas a violé l'accord, il ne se laisse pas désarmer, une fois qu'on a les otages, bon, on peut reprendre les bombardements et la guerre, etc. Bon. Une autre solution politico-diplomatique proposée par Trump dans les 20 points, c'est que, bon, on va, disons, pas éliminer le Hamas, on va lui enlever tout pouvoir. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas si le Hamas acceptera de se laisser désarmer, de se laisser dépouiller de son pouvoir. Ça, c'est à voir, je ne sais pas. C'est peut-être écrit, mais ce qui est écrit, ça ne vaut pas grand-chose, en fait. Et donc, si jamais il accepte, les Américains prévoient d'aménager une espèce de, comment dire, de protectorat américano-arabe, avec quelques Arabes pour faire les figurants, pour donner un cachet arabe à l'occupation, au contrôle de Gaza. Et donc, avec Tony Blair comme président, Tony Blair, c'est un pro-sioniste hystérique. C'est le boucher de Bagdad. Donc, mais les Arabes n'ont pas leur mot à dire. Hein. Enfin, je veux dire. Et donc, aujourd'hui, il y a Kouchner et Witkoff qui sont en Israël, célébrant la fête juive. Et donc, on prépare le terrain
à l'occupation américaine, carrément, c'est-à-dire des projets immobiliers, etc., avec la bénédiction, il ne faut pas se leurrer, hein, l'Égypte, la Turquie, le Qatar, dans leur plan, je pense que pour ces pays arabes, le Hamas, il est... Bon, si on peut s'en débarrasser, ça serait bien, voilà. Et donc, on ne sait pas exactement quel est le point, enfin à mon avis, ce qui peut faire déraper ce joli plan d'occupation capitalistique, impérialiste, américano-sioniste, arabo-sioniste, d'occupation de Gaza, de nettoyage de Gaza et d'investissement sur Gaza, c'est la capacité de résistance du Hamas et des autres groupes de Palestiniens de résistance. Voilà. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est un répit, c'est sûr. C'est un répit pour les Gazaouis. Les bombardements se sont arrêtés. Les Israéliens se sont retirés. Pas de tout Gaza, mais ils sont restés sur une bande. Est-ce que les camions d'aide vont entrer de manière massive? Parce qu'il y a des milliers de camions qui sont stationnés en Égypte, en Jordanie, qui ne demandent que l'autorisation du patron sioniste pour entrer. Voilà. Est-ce que le patron va donner ce laisser-passer? C'est en Schweiz. Vous savez, comme on disait sous l'occupation allemande, hein, ce qui va donner l'Ausweis, c'est-à-dire le laisser-passer, de triste mémoire en France. En tout cas, voilà, c'est une étape quand même, et on doit au moins pousser un soupir de soulagement de voir le carnage s'arrêter. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Est-ce que ça va durer? Bon, on verra, on en reparlera parce que aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout confiance sur le long terme vu d'Israël, voilà, parce que bon, les Israéliens, ils ont des objectifs, ils les ont menés depuis 2 ans, ils ont échoué, c'est un échec lamentable, c'est un échec sur tous les plans, c'est un échec terrible. C'est un échec sur le plan militaire, parce qu'une des plus grandes armées du monde, avec ses moyens technologiques, etc., n'est pas arrivée à bout de quelques milliers de guérilleros en sandales ou en tennis. Enfin, c'est incroyable. Et deuxièmement, l'économie israélienne, elle est, bon, on a beau dire, même si les milliardaires juifs américains injectent des milliards, j'ai posté il y a 2 jours une info comme quoi les Américains ont donné 11 milliards de dollars sur 2 ans, ou 20 milliards, je ne sais plus, sur 2 ans. Est-ce que vous imaginez enfin, je veux dire, c'est quand même un petit pays. Mais malgré tout, il y a eu des centaines de milliers de soldats qui ont été enlevés à l'économie. Il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de tourisme. Les gens en ont marre. Enfin, il y a des milliers d'Israéliens qui sont fatigués. Ils se demandent même qu'est-ce qu'on est venu foutre ici. Voilà. En fait, le foyer où on devait... C'est toute la mythologie. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il y avait toute une mythologie qui a duré 80 ans. Moi, je me souviens de cette mythologie. Enfin, et on a essayé de l'entretenir coûte que coûte. C'est-à-dire, on est en train de construire une société nouvelle, etc., la paix, la fraternité et tout. Et on réalise que, enfin, on est des nazis, quoi. Enfin, je veux dire, même les Israéliens les plus obtus, il y a des gens, il paraît, enfin, je veux dire, les témoignages, vous savez, on peut tuer 50 enfants et à un moment donné, je veux dire,
un esprit humain, enfin, il se pose des questions, il en devient malade. On peut pas assassiner des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants sans que ça ait un impact surtout cette mentalité sioniste. Les Israéliens se voulaient des gens. Vous savez, il y a une formule en Israël qu'on utilise souvent, la pureté des âmes. Voilà, ça c'est les sionistes grandissent avec cette idée que eux, c'est comment dire, ils sont purs, ils sont des intentions pures. Et donc, en fait, tout ce qu'ils font, c'est vraiment. Mais c'est ancré dans leur subconscient. Enfin. Mais là, ça va devenir de plus en plus difficile. Et puis, ils voient le reste du monde les vomir. Vraiment, enfin, je veux dire, depuis 2 ans. Et ça doit être un sentiment terrifiant. Mais à mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que les Israéliens fassent un examen de conscience et se disent est-ce qu'on est dans la bonne voie? Ça, c'est même pas la peine de rêver. Ils ont grandi, ils ont construit une société fondée sur le racisme, l'apartheid, la violence, le meurtre. Voilà, ça c'est. Et donc, ils ne pourront que poursuivre dans cette voie. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Donc, malheureusement, en espérant même que cette parenthèse de non-violence va durer, mais elle finira tôt ou tard. Voilà. Et j'espère une chose, mais j'ai un peu de doute. J'espère que les pays arabes aux alentours, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie saoudite, j'espère qu'ils comprendront une bonne fois pour toutes et qu'ils réaliseront qu'Israël est leur pire ennemi. Voilà. Et qu'ils n'ont rien à attendre de cet ennemi. Rien. Et voilà, j'espère qu'il y aura cette prise de conscience et qu'ils travailleront là-dessus. C'est ça qui est important. Voilà, s'il y a des questions, Wally. Oui, alors bonsoir à tous pour ceux qui viennent de prendre le live en cours. N'hésitez pas sur TikTok à partager un maximum, tapoter, et pour celles et ceux qui veulent poser une question, intervenir avec nous sur le sujet, n'hésitez pas à faire votre demande. Monsieur Cohen, la question que j'ai à poser moi au départ là tout de suite, c'est à qui doit-on aujourd'hui comment dire le fait qu'on ait pu trouver un accord de paix aujourd'hui? Parce que là, on met en avant Trump et la diplomatie américaine, mais est-ce que c'est réellement grâce à la diplomatie américaine qu'on a un accord de cessez-le-feu aujourd'hui? Si Trump avait voulu, il aurait pu arrêter la guerre le 20 janvier, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. On lui a donné les clés du pouvoir. Voilà. S'il avait voulu, il a tous les moyens de pression nécessaires. Aujourd'hui, il n'a pas plus de moyens de pression que le 20 janvier. Voilà. Il a tout ce qu'il faut pour dire aux Israéliens, vous arrêtez. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la situation, elle s'est aggravée. Aussi, vous savez que Trump, je ne sais pas si vous suivez un peu la politique américaine, une grande partie de sa base est en train de l'abandonner. Vous savez, le mouvement MAGA. Il y a des grands noms comme Tucker Carlson, par exemple, Candace Owens, etc. Enfin, des grands noms comme ça. Des gens qui ont des millions d'abonnés. Il y a la base du mouvement MAGA est en train d'abandonner Trump, les jeunes surtout. Et donc, Trump aussi, il pensait qu'il allait contrôler que le mouvement MAGA, il était acquis pour toujours. Or, aujourd'hui, tous les sondages le montrent, enfin, il y a pratiquement les 2 tiers des Américains de moins de 35 ans
sont anti-israéliens. Ça, c'est établi. Donc, Trump, il a peur pour son. À la limite, pour lui, il se dit, si je continue comme ça, parce que pourquoi le mouvement MAGA s'est rébellé contre Trump? Parce que Trump leur a dit America first, c'est-à-dire, si je suis président, je ne m'occuperai que des intérêts des Américains. Voilà. Je ne ferai plus aucune guerre qui porterait atteinte à l'Amérique, etc. Or, on se rend compte que l'Amérique, qui est déjà en difficulté, qui a 35 000 milliards de dettes, etc., qu'on coupe dans les budgets sociaux, le Medicare, le service de santé des vieux, etc., il donne des milliards par dizaines à Israël qui mène un génocide. Et ça, c'est insupportable pour beaucoup d'Américains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kirk, vous savez, celui qui a été assassiné il y a 2 ou 3 semaines. C'était un supporter, c'est quelqu'un qui avait des millions de followers, et un supporter de Trump. Mais les derniers mois, d'ailleurs, il a été assassiné, on a des doutes aujourd'hui sur son assassinat. Hein. Il y a vraiment des questions qui se posent s'il n'a pas été assassiné comme Kennedy, par exemple. Ce type-là, il s'est retourné contre Israël, contre les sionistes, et il était en train d'abandonner Trump. Et c'est une pièce maîtresse dans le dispositif de Trump. Et il était en train de quitter, il était en train de critiquer Israël, d'abandonner Israël, l'appui au sionisme, etc. Et aujourd'hui, les Américains se rendent compte de quoi? Aujourd'hui, les Américains même les MAGA, se rendent compte que les sionistes sont en train de les contrôler. Par exemple, TikTok, Amérique, a été racheté par un juif sioniste, un ami de Netanyahou. Ce type-là, c'est la 2e fortune du monde, derrière Musk. D'accord? Donc, c'est la 2e fortune. Et tout le monde, aujourd'hui, se dit, ils vont nous contrôler. Les Américains, les jeunes Américains disent, les sionistes vont nous contrôler. Ils ont racheté TikTok pour nous contrôler, pour nous imposer le point de vue sioniste, le génocide. Mais ça, il faut suivre ça pour comprendre. C'est un raz-de-marée qui est en train de traverser l'Amérique. Ce sioniste, j'ai oublié son nom, il a la société Oracle. Voilà, la société Oracle, vous pouvez taper Oracle président, vous allez trouver son nom. Ils ont racheté la société de cinéma Paramount. Et donc, ils vont produire un film sur le 7 octobre, avec des dizaines de millions de dollars du budget, etc. Or, aujourd'hui, les Américains se disent, comment voici des sionistes qui vont nous contrôler, nous, alors que nous avions la liberté d'expression, eh bien, nous sommes obligés de leur donner du fric avec lequel ils rachètent nos médias pour nous contrôler. Et donc, Trump, il a pris conscience de ça. Il ne peut pas ne pas prendre conscience de ça. Donc, il se dit, si ça continue, dans un an, il y a des élections de mi-terme, mi-mandat, et il va être balayé. Et donc, une bonne partie de la classe politique américaine, elle prend conscience que s'il continue comme ça, un appui aveugle à Israël, la classe politique, déjà la majorité des démocrates, elle est devenue anti-israélienne. Je parle des électeurs. Et les républicains, c'est déjà 30 à 35%. Donc, ils sentent le danger. Et c'est devenu tellement dangereux, tellement urgent, qu'ils ont dû dire aux Israéliens, écoutez, ou convaincre même les milliardaires juifs que, attention, il faut faire quelque chose. Si on continue comme ça, on va tout perdre. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui a amené Trump, parce que Trump, il n'en a rien à foutre, lui, des Gazaouis et des Palestiniens, etc. Mais pendant 7 mois, il a assisté au génocide, mais en se marrant. Mais il n'en avait rien à foutre des Palestiniens, des Gazaouis.
Donc, il faut pas rêver. S'il l'a fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une urgence absolue. L'État profond américain, l'establishment américain a pris conscience, chaque jour qui passe, mais il faut entendre les vidéos américaines, etc. Il y a un raz-de-marée anti-israélien qui est en train de balayer l'Amérique. Et donc, il y avait une urgence absolue d'arrêter. Et même, à mon avis, Netanyahou a dû comprendre qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui explique l'urgence. Il n'y avait rien d'humanitaire, c'est juste qu'ils étaient en train de perdre pied. Je peux poser ma question, monsieur Attitude? Ouais, très bien. Très bien, merci, monsieur Cohen. Alors, je donne la parole sur TikTok. La puissance, oui. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur Attitude. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez, monsieur Cohen? Oui, oui. Oui, voilà, parce que je vous ai entendu dire que par rapport aux accords, là, et que vous avez dit qu'Israël ne laissera rien rentrer. Est-ce que à votre avis, vous ne pensez pas que dans l'accord qui a été signé, la chose absolue, c'est l'aide humanitaire qui va rentrer en masse? Parce que j'ai entendu que l'ONU s'est proposé pour faire un plan sur 1 mois, mais un gros travail, de rentrer l'aide humanitaire. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et est-ce que dans l'accord qu'ils ont passé, donc ça va rentrer en masse, l'aide humanitaire? C'est ma question. Okay. Oui, d'accord. Non. Et d'ailleurs, il a commencé à rentrer. Voilà. D'après les informations qui courent, il a commencé à rentrer. Sauf que, accord ou pas, dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, je ne sais pas, Israël peut dire plus rien ne rentre. Voilà. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision, aucun accord pour dire il faut enlever, il faut que les marchandises qui rentrent à Gaza ne dépendent plus de la bonne volonté d'Israël. Or ça, et aucun texte ne le dit. Le texte dit on va laisser rentrer. Très bien, mais c'est parce que Israël le permet. Mais dans 1 semaine, ou dans 2 ou 3 ou 4 semaines, Israël peut dire bon, ben maintenant on arrête. Voilà. Ou bien on ne laisse passer que 10 camions, par exemple, ou 50. Donc en fait, on n'a pas réglé la question de. Enfin, on n'a pas réglé. Ça veut dire on a toujours laissé les clés de la bande de Gaza aux Israéliens. Voilà. Monsieur Cohen, excusez-nous, oui. Petit problème de connexion. Vous êtes toujours là? Oui. Très bien. Alors, je vais répéter ma question. Alors, mais je crois que ta question, il l'a compris, Monsieur Cohen. Il a dû répondre, mais on n'a pas entendu la fin de votre intervention, Monsieur Cohen. Mais moi, je voulais juste savoir, Monsieur Cohen, est-ce que vous pensez que dans l'accord qui a été signé, que l'aide humanitaire a été mise dans le lot, quoi? C'est primordial. Est-ce que vous voyez, monsieur, un peu la question? Est-ce que dans l'accord de paix qui a été signé, est-ce qu'ils ont mis en avant, bien sûr, le fait d'aider humanitairement les Gazaouis? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si dans 1 mois ou dans 2 mois, ou quand le gouvernement israélien le jugera opportun, dira « je ferme », personne ne peut rien dire. D'ailleurs, pendant 2 ans, l'Israël a fermé et personne n'a rien dit. Voilà, donc en fait, c'est pas nouveau cette situation. On a vu la tragédie, on a vu comment Israël a affamé 2 millions de Gazaouis, ni l'ONU,
ni l'Amérique, ni la Russie, ni aucun pays arabe, ni rien du tout n'a pu ébranler la détermination israélienne. Donc, si dans un mois, quel que soit l'accord qui a été signé, voilà. Ok, très Si bien, dans, merci. voilà. Merci, M. Cohen. Alors, il y a pas mal de questions, M. Cohen. Avant de donner la parole à Papy, je te donne la parole juste après. Il y avait une question avant, Monsieur Cohen, dans le chat. C'était Oui. concernant. Alors, que je la remonte. Attends, mute-toi, s'il te plaît. Voilà. Je la retrouve, elle est là. Bougez pas, voilà. Qui n'existe pas. Monsieur Cohen, voilà. Pensez-vous pas que les milliards qui arrivent en Israël via les dons de l'Occident, non, pensez-vous pas que les milliards qui arrivent à Israël sont en fait les dons de l'Occident à l'Ukraine, vu les fronts qu'ils tiennent? Bon, cette question, je crois qu'on avait déjà eu un petit peu. Est-ce que vous ne pensez pas que toute l'aide qui est faite à l'Ukraine pour lutter face à la Russie est un moyen de dissimuler et d'envoyer à Israël pour faire ce qu'elle fait depuis 2 ans? Voilà. L'Amérique n'a pas à se cacher. D'ailleurs, j'ai publié aujourd'hui ou hier un post d'un quotidien français qui disait, je crois que c'est dans les deux dernières années, l'Amérique a envoyé 11 milliards, ou je ne sais pas combien, enfin en tout cas entre 11 et 20 milliards, je ne me souviens plus maintenant du chiffre. Et donc en fait, ils ne s'en cachent pas, ils n'ont pas besoin, et puis aussi il y a les milliardaires juifs américains, ou français, ou britanniques, il y a des milliardaires. Donc, ils peuvent très bien envoyer pas mal d'argent, peut-être pas des dons, mais en tout cas, je pense qu'Israël n'aura pas, enfin, à moins vraiment qu'il y ait une catastrophe, mais lorsqu'on a la deuxième fortune du monde, ça veut dire que ce type-là, qui est le président d'Oracle, quand on dit la deuxième fortune du monde, Elon Musk, je crois qu'il a 1000 milliards. Donc l'autre doit avoir peut-être 900 milliards. 900, non, oui. Donc imaginez un peu, enfin je veux dire, la fortune colossale. Et c'est un sioniste convaincu. Enfin je veux dire, il est capable d'envoyer peut-être le 10e de sa fortune. Donc en fait, sur le plan financier, mais l'argent n'est pas tout. C'est-à-dire, on peut envoyer de l'argent, mais Israël a besoin d'investissements financiers, par exemple dans l'immobilier, dans les sciences, dans les instituts militaires, etc. C'est ça l'investissement qui compte. Parce qu'on peut très bien envoyer de l'argent, mais si la base, c'est-à-dire le fondement économique du pays, ça veut dire les sociétés qui tombent à l'eau, l'industrie hôtelière qui tombe à l'eau, le commerce qui tombe à l'eau. Moi, j'ai entendu des témoignages, il n'y a pas grand monde dans les magasins, les restaurants, etc. C'est ça qui est important. Voilà. Très bien. Alors, Papy, bonsoir. Attends, Attitude, fais monter Saïd, je veux poser une question. Ouais, alors, je l'ai vu, j'ai vu les commentaires, je vais le faire monter. Mais Papy, vas-y, bonsoir. Bonsoir, Attitude. Bonsoir, Monsieur Cohen. J'aurais 2 questions pour vous, s'il vous plaît. Oui. La première concerne le nombre de morts qu'il y a à Gaza. Avez-vous eu connaissance d'une étude récemment apportée et dénoncée par Madame Francesca Albanese concernant le nombre de décès gazaouis qui, selon des spécialistes et des professeurs, montrait à plus de 500 000 morts. Déjà, d'une, si donc, est-ce que vous avez oui ou non connaissance de cette information? Et la deuxième question est celle-ci, concernant l'Iran.
À quoi devons-nous nous attendre dans un futur très proche ou proche sur le conflit irano-israélien? Merci. Alors, sur la première question, le chiffre, vous savez, on avance le chiffre de 65 000, 70 000 morts. Or, ce chiffre concerne les morts avérés. Ça veut dire dont on a le corps, voilà, comptabilisé, voilà. Alors que on imagine bien qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de morts par exemple, quand un immeuble s'effondre, quand il y a imaginez que toutes les 80%, 90% des constructions se sont effondrées. Je parle même des immeubles administratifs, les mosquées, les écoles, les universités. Donc, il doit y avoir des dizaines de milliers de victimes sous terre, ou bien les morts par famine, les gens qui meurent de faim, qui meurent de maladies causées par la faim, le manque de soins, etc. Ces morts-là, j'entends ici ou là, il y a des chiffres qui tournent autour de 100 000, 150 000, 200 000. Voilà, des sources, disons, crédibles parlent de 150 000 à 200 000. Personnellement, comme ça, je dirais que 500 000 morts, hein, pas blessés, etc., me paraît un peu excessif. Voilà, et je dis ça, en fonction un peu de ce que j'entends ici ou là, de ce que je lis ici ou là, du chiffre des morts recensés, qui est entre 65 000 et 70 000, et donc des autres, voilà, donc je ne sais pas si on pourra établir un jour le chiffre exact, enfin à peu près exact, des morts, parce que il y a des gens qui vous savez, quand il y a un immeuble qui s'effondre, aller trouver recenser les morts, etc., c'est pratiquement impossible. Alors, la deuxième question, d'après toutes les sources américaines et même israéliennes, c'est qu'il y aura une nouvelle attaque israélienne contre l'Iran. Voilà. Certains prédisent même que cela se fera cet automne, parce que si Israël attend l'année prochaine, ça va être l'année des élections américaines. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, je crois, il y a ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. C'est-à-dire que la Chambre des représentants est renouvelée à 100%, le Sénat est renouvelé au tiers, et il y a des élections, par exemple, des mairies, des gouverneurs, etc. Et donc, si on continue comme ça, le Parti républicain, le parti de Trump, va connaître une défaite monumentale. Voilà. Et donc, si Israël attaque l'Iran l'année prochaine, ça peut être très dur pour le Parti républicain et pour Trump. Alors, on dit, bon, maintenant, moi, personnellement, j'ai l'intuition que Israël attaquera l'Iran. Mais c'est une intuition. Voilà. Je pense il tentera quelque chose avant la fin de l'année. Voilà. Après, je ne sais pas. Bon. Mais je pense qu'ils sont dans l'état d'esprit de tenter quelque chose. Voilà. Parce que ça les a laissés. Les Israéliens, ils ont quand même conscience, et même la guerre contre le Hamas, ils ont conscience, seule la guerre contre le Hezbollah, elle leur a paru quand même assez victorieuse, disons, pour le moment. Voilà. Mais la guerre contre l'Iran leur a laissé un goût amer, enfin d'un point de vue impérialiste, hein. C'est-à-dire comment un pays qui a une telle puissance, qui a monté ce coup extraordinaire du 12 juin où il a pensé qu'il allait faire s'effondrer. Or, le régime iranien, j'ai entendu des témoignages récemment, il a eu l'intelligence et il est ressorti plus fort de la confrontation. Pourquoi? C'est ça l'intelligence des gens intelligents, hein, et pragmatiques.
c'est que le régime iranien, il a lâché du lest vis-à-vis de sa population. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, beaucoup des femmes iraniennes qui ne veulent pas porter le voile, elles ne sont pas du tout embêtées. Voilà. Et donc, le régime a lâché du lest. C'est-à-dire qu'il ne donne pas des bâtons pour se faire battre par l'étranger, en paraissant, en prenant le rôle du régime qui contraint sa population, etc. Et donc, tous les témoignages concordent pour dire que le pays est mobilisé beaucoup plus qu'avant le 12 juin avec le régime, avec leur régime contre Israël. Et donc, cette fois-ci, et en plus, il n'y aura pas d'effet de surprise. C'est-à-dire, avant, enfin, le 12 juin, on avait vraiment cru que ça aurait pu vraiment déboucher sur un effondrement. Cela ne s'est pas fait. Et donc, les Iraniens se préparent activement. Il y a énormément de développement militaire, etc. Et donc, cette fois-ci, si les Israéliens font l'erreur, enfin, l'erreur, je ne sais pas, hein, s'ils se lancent dans l'aventure, et je crois que cette fois, les Iraniens, ils ne vont pas faire de cadeaux. Voilà. Donc, à voir. Moi, personnellement, j'ai l'intuition, encore une fois, que l'Israël attaquera avant la fin de l'année. Voilà. Ok, bah écoutez, l'avenir nous le dira, hein, l'avenir proche en tout cas. Tout à fait. On a plusieurs questions, donc Monsieur Cohen. Saïd, bonsoir. Le micro. Saïd. Bon, je crois que Saïd n'arrive pas à déconnecter, à ouvrir son micro. On va passer à Résonance qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Voilà, je voulais vous poser une question par rapport à la doctrine du Talmud concernant la stratégie de guerre qui est calquée un petit peu sur le Talmud, comme vous le savez bien. Il est dit dans le Talmud que Israël, pour prendre le pouvoir mondial, devra frapper l'Iran, justement. Et dans le même temps, on apprend que Israël a des ogives qui sont dirigées sur tous les pays et qui seraient capables d'envoyer ces ogives sur ces pays-là si Israël, justement, tombait militairement. Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à ça? Alors, le passage du Talmud sur l'Iran, moi, je ne le connais pas. Mais c'est sûr qu'à l'époque, la Perse était un grand pays. Et il y a effectivement dans la mythologie juive d'il y a 2500 ans, à peu près, hein, à 2 ou 3 siècles près, je ne connais pas la date exacte, mais il y a eu une espèce de tentative de génocide. Je vous raconte tel que c'est raconté. Hein. Moi, je ne connais pas l'authenticité de la chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semble que la Perse, à l'époque, il y aurait eu un roi qui s'appelait Assuérus et qu'il y aurait eu une tentative de génocide des Juifs, de génocider les Juifs, et que l'intervention divine et autres événements qui serait un peu long de raconter ici, ont fait en sorte que le génocide n'a pas eu lieu et c'est plutôt les Juifs qui ont génocidé leurs ennemis iraniens, perses. Et il y a un jour, il y a une fête annuelle qui célèbre cet événement. Et donc, le nom de Perse, il est quand même pas, enfin, il n'est pas ignoré dans la mythologie juive. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, il ne faut pas oublier une chose, ça dépend du régime. Vous savez, quand l'Iran était gouverné par le Shah, c'était le meilleur allié d'Israël jusqu'en 1978. Donc, c'est une question de régime. C'est pas
C'est pas l'Iran qui, en soi, est l'ennemi d'Israël. En fait, c'est le régime islamique. C'est la révolution islamique qui a entraîné la distance avec l'Amérique et avec Israël et la défense de la Palestine. C'est pas l'Iran, je veux dire, si demain, enfin bon, bien sûr ça va pas arriver, mais si le fils du Shah, qui est réfugié aux États-Unis, c'est juste une hypothèse comme ça, s'il prenait le pouvoir, si on le remettait au pouvoir, comme on a fait en 1953. En 1953, il y avait un régime révolutionnaire qui a nationalisé le pétrole en Iran. Eh bien, on a renversé ce régime et on a installé le Shah. Et l'Iran est devenu pro-occidental et donc allié d'Israël. Mais si demain, enfin bon, c'est juste une hypothèse, hein, si demain on installait le fils du Shah, eh ben, qui est marié d'ailleurs, dont le fils est marié avec une juive, eh ben, il deviendra un ami d'Israël. Donc c'est pas la Perse qui est ennemie, comment dire, par nature d'Israël. Donc c'est juste une question, à mon avis, c'est une question de régime. Voilà. Maintenant, sur le nucléaire, il y a de fortes chances que si, disons, c'est-à-dire l'évolution du système politique israélien qui est aujourd'hui de plus en plus entre les mains de fanatiques, religieux, messianiques, hystériques, qui détestent le monde entier, s'ils pensent qu'on leur enlève le pays et qu'ils sont vaincus militairement, etc., ils sont tellement obsédés, ils détestent tellement le monde qu'ils pourraient, je ne sais pas, je mets ça au conditionnel, qu'ils pourraient envoyer quelques ogives pour se venger. Alors, mais ça voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je vois mal Israël utiliser des ogives nucléaires contre l'Iran. Parce que là, enfin, je veux dire, dans une guerre classique, vous imaginez un peu là, je crois que Israël et le peuple juif perdraient toute légitimité internationale, déjà avec ce qu'ils ont fait, le génocide de Gaza. S'ils utilisent une arme nucléaire contre un pays qu'ils agressent en plus, là, je pense qu'ils attendent. Moi, ça m'étonnerait qu'ils le fassent, voilà. Parce qu'ils ont quand même, enfin, en tout cas, la classe politique actuelle, elle n'a aucune raison de le faire parce qu'elle sait qu'elle signe quasiment son arrêt de mort international. Ouais, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Saïd, c'est à toi. Alors, bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Alors, Monsieur Cohen, j'ai une question à vous poser. Alors, nous savons très bien que Israël, c'est un système mondial. Ce n'est pas que Israël en soi-même et ses frontières. Oui. C'est un système mondial installé aux États-Unis, installé en Europe. C'est comme vous l'avez expliqué, des Syrianim qu'ils ont infiltré énormément de pays. C'est un travail qui a été fait, c'est peut-être ces 100 dernières années, qui a été très minutieux et qui est en train d'être découvert par la masse la masse des populations du monde. Et je trouve que ça prendra un peu plus de temps afin que toutes les populations prennent conscience de ce fléau-là. Mais comme vous l'avez dit, aux États-Unis, les populations commencent à se réveiller, même en Europe. Quand on voit des manifestations qu'il y a eu, par exemple, en Italie, en Espagne, ici en France, aux États-Unis, et dans les pays, on va dire, de l'Occident et des pays, on va dire, développés. Donc, Monsieur Cohen, moi, il y a une chose que j'ai envie de vous souligner, c'est que si Israël faisait partie qui avait ses pions, la CIA avait ses pions dans les services secrets occidentaux et avait ses pions dans tout ce qui avait de l'influence à une certaine période, est-ce que Israël n'a pas manipulé les pays arabes, c'est-à-dire en installant des régimes ou bien en laissant certains régimes prospérer au lieu d'autres, quoi. Et est-ce que Israël n'a pas peur aussi que ces pays arabes se révoltent contre leur propre régime, qui font leurs propres affaires à Israël,
tels que des pays qu'ils ont normalisé avec l'entité. Et donc, comme on peut voir par exemple les manifestations qu'il y a au Maroc, ou peut-être dans d'autres pays arabes où ça commence un petit peu à sentir un petit peu, où les gens commencent à en avoir marre un petit peu de cette manipulation. Juste ma question, je termine, Monsieur Cohen, c'est que est-ce que Israël a peur d'une population qui revienne à leur fondement, qui est leurs racines arabes et religieusement qui est l'islam. Parce que quand on voit depuis une trentaine ou une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années des pays avec connotation laïque, comme par exemple l'Irak baathiste ou le régime de Nasser qui a eu par exemple en Égypte, ou bien par exemple une certaine tournure qui a été prise par le gouvernement algérien, par exemple vers l'URSS, ou par exemple le royaume du Maroc qui a basculé vers l'Occident. Est-ce que Israël n'a pas peur réellement d'une jeunesse qui se recherche et qui va vers sa culture, son histoire et sa propre religion, et ensuite qui serait pour eux une menace à la propre existence de l'État d'Israël qui se trouve dans un pays arabe? Merci, M. Cohen. Question très intéressante. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire vos dernières phrases. Vous aurez remarqué, par exemple, au Maroc et dans les pays qui sont proches d'Israël, ou bien sur lesquels Israël exerce une influence, parce qu'Israël ne passe pas, ils sont assez intelligents pour faire passer leur idéologie par l'intermédiaire de l'Occident, disons, progressiste, évolué, etc. Vous aurez remarqué que là où pénètre l'idéologie, ou bien là où l'idéologie sioniste veut s'introduire, elle s'introduit derrière le rideau des idées progressistes, la liberté pour les jeunes, la musique, Netflix, le foot, la liberté, TikTok, enfin tout ce qui exprime cette jeunesse. Et en fait, derrière ce mouvement qui est très bien contrôlé, hein, Netflix, etc., Hollywood, les grandes Facebook, YouTube, Google, etc., tous ces groupes sont plus ou moins, et même plus que moins, contrôlés par les sionistes. Par exemple, le président de Google est un ami de Netanyahou. Le président de Facebook, il a rencontré Netanyahou à plusieurs reprises, c'est un juif. Et donc, en fait, les Israéliens, derrière ça se voit d'ailleurs au Maroc, il y a une jeunesse, une bonne partie de la jeunesse, je ne sais pas comment l'appeler, moderniste, si on veut, elle est pro-israélienne. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je l'ai entendu, hein, enfin, je veux dire, oui, bon, la Palestine, la révolution, etc., tout ça, c'est vieux jeu, ça ne fait pas jeune, et tout. Donc, en fait, les sionistes, et il n'y a rien de pire pour les sionistes qu'une jeunesse arabe qui reviendrait à ses origines musulmanes, identitaires, musulmanes ou berbères, arabes, etc. Et ça, vous savez, moi, je l'ai dit il y a longtemps, que la seule issue pour les pays arabes, si le monde arabe veut échapper à l'influence américano-sioniste ou impérialo-sioniste, il faut que ce monde arabe, et moi qui vous le dis, je suis athée, etc., d'extrême gauche et tout, mais le monde arabe, s'il veut résister à la pénétration impérialo-sioniste, doit retrouver une partie de son histoire
de sa religion, de son identité arabe, sa culture arabe, la musique arabe, etc. Enfin, tout ce qui a fait de lui son identité. Et la cultiver cette identité et se séparer de l'Occident. C'est pas ignorer l'Occident, mais ne pas se laisser prendre par les sirènes occidentales, du progrès, la musique, etc. Ce sont, ce sont des chevaux de Troie. Vous connaissez l'expression, un cheval de Troie. Toutes ces musiques, etc. C'est pas qu'il faut pas les écouter, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est le cheval de Troie par excellence de l'idéologie américano-sioniste. Voilà. Et donc, ils affaiblissent ils font baisser la garde des jeunesses arabes qui se disent, ouais, bon, non, moi, ce que j'aime, Netflix et tout. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas assez mûrs pour réaliser qu'on est en train de les rouler dans la farine. Et d'ailleurs, soi-disant, vous savez, l'Occident qui ne jure que par la démocratie, etc. Quand il y a eu un régime, Morsi, quand il a été élu démocratiquement en Égypte, en 2012 ou 2013, je ne me souviens pas de l'année exacte, c'est ce qu'il voulait, ce régime. C'est un régime démocratique. Il a été élu de manière probablement une des rares, très très rares élections démocratiques dans un pays arabe. Vraiment. Eh bien, il a été renversé au bout d'un an. Mais il a été renversé avec la bénédiction de l'Occident, d'Israël, etc. Parce que ça, c'est le danger. Le danger, c'est qu'il y ait un régime comme ça qui réveille qui réveille le monde arabe et lui dit, reviens à tes racines. C'est pas pour ignorer l'Occident, au contraire, mais il faut avoir une base solide pour pouvoir contrer l'Occident, pour ne pas se laisser manipuler par l'Occident. Voilà. Hop, très bien, merci. Alors, avant de redonner la parole à Saïd, il y avait les oubliés. Bonsoir à tous. Shalom, salam alaikum. Bonsoir. Monsieur Cohen, bonsoir à vous. C'est un honneur de vous avoir et merci à vous d'avoir accepté ma demande pour pouvoir poser ma question. Alors, ton micro, il grésille un petit peu. Oui, vous m'entendez mieux là? Là, vas-y. Oui. Du coup, je vous remercie de m'avoir fait monter déjà dans un premier temps et d'avoir l'honneur de pouvoir poser ma question à un grand érudit. Du coup, ma question en fait, c'était bon, après j'ai une vue plus d'ensemble ou par rapport à la prophétie messianique et compagnie, mais soit je vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon je vais prendre trop de temps. Mais pour revenir simplement, moi je voulais avoir l'avis de Monsieur Cohen sur les transactions qui ont été faites en fait avant le 5 et le 6 octobre, avant l'attaque du 7. On a pu voir qu'à la bourse de Londres et à New York, que beaucoup de gens avaient, en tout cas beaucoup de gens, une petite minorité de gens bien informés avaient misé sur la chute de l'économie financière d'Israël. Et on a vu que même des gens du Hamas avaient aussi parié sur ces actions et avaient engrangé aussi pas mal d'argent encore. Mais j'avais une deuxième question, si vous me permettez, parce que si c'est pas tous les jours qu'on faisait Du coup, ma deuxième question, ce serait par la suite aussi brièvement par rapport à la Syrie. Qu'est-ce que vous pensez, si vous avez déjà entendu parler qu'entre l'Euphrate et le Tigre, aux embouchures en fait, qui viendra un moment s'assécher et que là apparaîtra une montagne d'or. Dans le Coran parle d'une montagne d'or. C'est pas métaphorique, mais qui aurait une grande découverte. Et si on peut revenir à Monsieur Christophe de Marcory, même lui avait découvert en allant en Syrie à la main de Bachar el-Assad, avait prospecté le pays pour trouver des ressources de gaz. Et c'est là qu'il avait fait son rapport où il avait dit qu'il n'avait jamais vu une concentration. Alors, les oubliés, c'est très très compliqué. Je suis désolé, tu as un micro qui est absolument affreux pour les oreilles.
Je n'ai rien compris de la deuxième question. Vraiment, voilà. Alors, répondez, Monsieur Cohen, à la première question, déjà, si vous l'avez en tête. C'était très pénible. J'ai rien compris. Enfin, j'ai pas compris grand-chose. Voilà. Alors, la première question, c'est que qu'est-ce que c'était déjà? Attendez, bon, j'ai un trou de mémoire. C'est bien de poser une question à la fois, parce que. Attends, s'il te plaît. Attends. Et concernant les transactions boursières, voilà, le 5 et le 6. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Oui, en fait, je n'ai pas bien suivi cette question, alors que pour le 11 septembre, c'est établi qu'il y a eu des manipulations boursières 2 jours avant le 11 septembre. Voilà. Il y a eu, bon, ça c'est connu, etc. Par contre, s'il y a eu des manipulations boursières avant le 7 octobre, je ne sais pas. J'ai pas vraiment. Je n'ai pas des sources sûres là-dessus. J'ai pas des informations sûres là-dessus. Ce que je sais par contre, c'est qui irait dans le sens de votre question, de votre suggestion, c'est que dès le début de l'année 2023, il y a eu Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne ont passé des accords ou étaient en train de négocier des accords très importants sur l'exploitation du pétrole et du gaz au large de Gaza. Voilà. Et donc, le 7 octobre serait venu, disons, aurait été utilisé comme moyen, parce que bon, c'est bien d'exploiter, c'est des milliards là, comme investissement, mais si le Hamas contrôle Gaza, ça risquait de poser quelques problèmes. Et donc, le 7 octobre a été, enfin, disons, utilisé. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, ça c'est un fait, que la moitié des Israéliens tués le 7 octobre l'ont été par l'armée israélienne, qui n'avait pas réagi pendant 6 heures à peu près, ce qui est absolument incroyable et inadmissible. Et donc, on a tendance à croire que, enfin, peut-être qu'on ne saura jamais la vérité, ou beaucoup plus tard, dans quelques années, je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé une source, d'ailleurs, je l'ai publiée dès le 8 ou 9 octobre 2023, sur les tractations entre ces 3 pays, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne, et des sociétés, des multinationales, pour exploiter le gaz et le pétrole au large de Gaza. Par contre, sur la bourse, je ne sais pas. Je suis désolé pour la deuxième question, mais vraiment, je n'ai pas compris grand-chose. Alors, les oublier si votre micro est meilleur et essayez d'être court parce qu'il y a du monde. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez mieux là maintenant. Allez-y. Oui, donc je disais par rapport à la deuxième question, mais un peu déjà pour revenir, si je peux me permettre vite fait, pour revenir sur les propos que vous venez de dire, c'est qu'un peu le Hamas pour moi est quand même une marionnette de Tsahal, quoi. En gros, il est toujours là pour arranger entre guillemets. Mais soit, je vais passer à la deuxième question. Ma deuxième question, c'était par rapport à la Syrie. Si vous aviez entendu parler par rapport à l'Euphrate et le Tigre qui se rejoignent au niveau de Damas, et qu'il viendra un jour où le fleuve va s'assécher et apparaîtra en fait des richesses jamais vues auparavant. Et les écoutez, je sais pas, je connais pas, je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, voilà, je sais pas. Ok, pas de souci. On va passer à Happy. Bonsoir Happy. Happy, votre micro. Happy M. Happy M 2 fois. Happy M 3 fois. Ah. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. J'attends d'appuyer sur le micro. Bonsoir, Monsieur Cohen, et puis bonsoir à tout le monde. Déjà, c'est un honneur pour moi de pouvoir communiquer avec vous, parce que je trouve que vous êtes quelqu'un d'assez exceptionnel, honnêtement, et juste. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à être à contre-courant comme ça, dans un premier temps? Qu'est-ce qui vous a poussé à être à contre-courant, si ce n'est le fait d'aimer la justice?
Et est-ce que vous avez reçu des menaces des gens de votre communauté, si je peux me permettre de dire ça? Alors, je vais tenter une plaisanterie. J'ai reçu un appel, je sais pas, un jour, j'ai entendu des voix. Voilà. Non, j'ai déjà raconté ça. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, j'ai eu un parcours que j'ai eu l'occasion de raconter. Je pense que vous pourrez retrouver ça dans une de mes vidéos. Non, oui, j'ai subi quelques agressions. Je reçois des menaces, des insultes. Mais c'est pas grand-chose. Voilà, c'est pas grand-chose. Bon, vous êtes censuré, Monsieur Cohen. Vous avez pas trop la parole. C'est vrai. Je suis. Et ce qui est drôle, ce qui est curieux, c'est que je suis censuré même par des mouvements pro-palestiniens. Ça qui est, c'est-à-dire, je suis censuré par des gens, par des sites ou par des internautes, enfin qui ont et je sais pas, qui trouvent que peut-être que j'ai un discours, je sais pas, voilà, extrémiste ou je sais pas, mais en tout cas. Voilà, je passe à côté, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Alors, j'en profite pour passer une petite annonce, même si Oui. tout le monde le sait. Vous pouvez retrouver Jacob Cohen tous les vendredis sur la chaîne Altitude en direct, hein, ici sur TikTok ou sur YouTube ou sur Twitter. C'est tous les vendredis depuis maintenant plus de 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc voilà, vous pouvez même revoir en rediffusion les dernières émissions. Voilà. Tous les vendredis à 19h30. Monsieur Cohen, j'ai une dernière voilà. chose. Monsieur Cohen, pardon, Happy, vas-y, je te laisse poser ta question. Ouais, alors, celle-ci, j'espère que vous allez bien me suivre. Alors, je me suis dit que, est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, là c'est mieux. Ok, très bien. Est-ce qu'il se pourrait que tout ce qui se passe dans le monde, ça soit en fait une sorte de mascarade, vous savez, pour déplacer le centre de la puissance, en fait, la puissance leader et remplacer les États-Unis, c'est-à-dire que je m'explique. Est-ce qu'il est possible que tout ce qui se passe, c'est pour que le centre de la domination se déplace du côté de la Russie et de la Chine, pour qu'on ait un monde plus orienté vers la surveillance et puis qui soit mieux contrôlé par les grosses familles qui dominent le monde, bien sûr, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, il y a une règle fondamentale dans les relations internationales. Depuis qu'on a des comptes rendus, enfin, depuis qu'on connaît l'histoire des pays, des grands pays qui ont dominé autour de la Méditerranée d'abord, le bassin méditerranéen, les Perses, les pharaons, les Romains, etc. Et puis aussi, on a eu vous savez, par exemple, je suis tombé récemment sur un livre de Tolstoï qui raconte une espèce de conquête de la Russie tsariste au XIXe siècle dans le Caucase. Vous savez, c'est à peu près presque la même chose que la conquête de l'Afrique par la France. Vous savez, c'est avec les mêmes schémas, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde a toujours été un champ de confrontation. Voilà. Et ça a toujours été comme ça, c'est comme ça aujourd'hui, et je ne crois pas que ça changera dans le futur. C'est-à-dire dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y a des empires qui apparaissent, il y a des contre-empires, des contestations, des rébellions, des guerres, etc. Et puis il y a des pays qui perdent leur puissance. Voilà, c'est-à-dire il y a des empires qui cessent de l'être. Et c'est ainsi que le monde va. Donc,
Et en fait, parfois, ça peut être le fait de grandes familles, ça peut être parfois le fait de banquiers. Vous savez, par exemple, au XVe, XVIe siècle, ceux qui tenaient la dragée haute dans le monde, c'était ceux qui avaient la maîtrise des mers. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui pouvaient aller en Amérique, ceux qui pouvaient contourner l'Afrique, etc. Et donc, mais chaque période a ses particularités. Bon, et donc, aujourd'hui, peut-être que demain, ça va être la Russie et la Chine, mais la Russie et la Chine peuvent très bien un jour entrer en conflit l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas la dynamique mondiale des relations internationales, c'est une dynamique de confrontation constante. Voilà. Parfois armée, parfois non armée, économique, commerciale, idéologique, culturelle, etc. Donc, en fait, nous vivons une époque où probablement il y a il y a un passage de témoin d'un empire à d'autres. Mais il ne faut pas se leurrer. La Chine et la Russie, aujourd'hui, réclament l'égalité, etc. Mais le jour où l'Amérique peut-être cessera d'être un empire, à ce moment-là, la Chine et la Russie se contesteront la suprématie mondiale. Donc en fait, c'est un processus constant. Et donc parfois, ça peut être les grandes familles, ça peut être parfois d'autres soubassements, c'est-à-dire l'État profond aujourd'hui, c'est un État le complexe militaro-industriel, ça peut être la banque, mais à un moment donné, quand j'ai dit à l'époque de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, etc., ceux qui avaient le vent en poupe, ce sont ceux qui avaient les meilleurs navires. C'est pour ça d'ailleurs que l'Espagne et le Portugal étaient quasiment les grandes puissances de l'époque au XVe siècle. Très bien. Alors, on va essayer d'être court et concis pour les dernières questions, puisqu'on arrive à bientôt au terme de l'émission. Cool. Merci, bonne soirée. Merci, Happy. Merci à toi. Bonsoir à tous. Cool. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir à tous. Très intéressant ton live. Oui, j'entends ce que vous dites, monsieur Cohen. Là, vous parlez de domination. Beaucoup d'empires se sont éteints suite à leur délire de domination. C'est ce qu'on vit actuellement entre Israël et les États-Unis. Il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps, là, il y a un instant dans le live, vous avez dit qu'il était nécessaire pour certaines nations de se dévier, de prendre du recul sur la culture occidentale qui est imposée à beaucoup de pays orientaux, asiatiques ou autres qui véhiculent une tradition, une culture millénaire qui leur a réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je comprends bien votre message, c'est-à-dire que cette pollution intellectuelle, culturelle occidentale peut nuire totalement à l'épanouissement de certaines nations. Mais au-delà de ça, monsieur Cohen, si je peux me permettre d'apporter un détail, c'est au-delà de la culture. Aujourd'hui, nous vivons avec une structure monétaire, une structure commerciale mondiale qui est dominé, parce que vous parlez de domination des navires, le monde a changé, on essaie de le dominer sans même sortir de chez soi, avec une économie, avec des comment dirais-je, types de paiements tels que les SWIFT, les visas et autres. La question est la suivante. À partir du moment où on sait que militairement, ils essaient de dominer le monde, on voit qu'effectivement, économiquement, c'est pareil. On nous a imposé depuis des années certains modes de paiement, une culture totalement occidentale, où même les dirigeants de certains pays sont soumis à cette doctrine occidentale. Est-ce qu'entre nous, la Russie, même si vous dites que la Russie et la Chine, à un moment donné, vont se bouffer, mais je préfère encore la fièvre que le choléra. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à tous ces pays
de lever le camp, d'isoler tous les pays occidentaux qui nous ont apporté que misère, colonisation et domination militaire? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire plutôt de suivre la route de comme le BRICS ou inventer d'autres systèmes pour pouvoir contrer et fuir ce système occidental qui est une sorte de cancer pour la planète? Merci, voilà, merci. Allez-y, monsieur Cohen. Je suis profondément d'accord avec vous. Hein. Aujourd'hui, depuis quelques siècles, la domination occidentale et c'est la plaie la plus terrible pour le monde. Enfin, je veux dire, c'est l'Occident, c'est peut-être ce qui a pu arriver de plus négatif, de plus horrible au monde, parce qu'il y a plus de règles. L'Occident impose des règles, impose des rapports de domination, d'exploitation, de conquête, etc. Et même leurs propres règles, ils ne les respectent pas. C'est-à-dire le droit international, etc., ou le SWIFT, les échanges. Quand ça ne les arrange pas, ils violent leurs propres règles. Donc, au contraire, moi je partage tout à fait votre opinion qu'il faut tout faire pour se détacher de l'Occident et le combattre et l'affaiblir le plus possible. Voilà. Voilà, merci, M. Cohen. Sissi, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir, M. Cohen. Bonsoir. Je voulais vous poser une question. Est-ce que pensez-vous que M. Netanyahou, mondialement, les gens pensent qu'il est extrémiste? Et pensez-vous qu'à force d'escalader et vouloir posséder, ne peut être un danger pour la propre communauté israélienne? Oui, parce qu'en fait, il y a des leaders qui sont pris. Bon, d'abord, il y a des raisons internes. C'est-à-dire que Netanyahou, il mène cette politique de folie depuis 2 ans parce qu'il n'a pas envie de retourner devant le tribunal et peut-être être condamné à la prison. Donc, c'est une fuite en avant. Et pour gouverner, parce qu'il aurait pu dire, moi, j'ai pas envie de gouverner avec l'extrême droite, qui le mène vers cet extrémisme-là. Parce que Netanyahou n'est pas un extrémiste au sens, enfin, il y a quelques années, il ne l'était pas. Mais il a été obligé pour gouverner, pour être Premier ministre, il a été obligé de passer d'une alliance avec l'extrême droite, qui lui fait faire beaucoup de choses qu'il n'aurait pas voulu faire. Mais donc, en fait, c'est pour sa gloire personnelle, c'est-à-dire il a envie de gouverner, il a envie d'être Premier ministre. Et faisant ça au mépris des intérêts fondamentaux du pays et de son peuple. Mais malheureusement, je veux dire, c'est un phénomène assez classique. C'est-à-dire, parfois, vous avez des chefs d'État, je pense à celui qu'on a par exemple, qui fait passer ses intérêts personnels au détriment des intérêts du pays. Et voilà. Et d'ailleurs, beaucoup d'Israéliens le disent, mais le problème, c'est qu'il est à la tête du gouvernement, il a la légitimité du vote, il a été élu, et donc, on peut rien faire. Enfin, je veux dire, les partis d'opposition ne peuvent rien contre lui parce qu'ils respectent le système démocratique tel qu'il est, et donc il les mène effectivement vers la catastrophe, mais pour des raisons autres que l'intérêt de. Je répète encore une fois que si Netanyahou n'avait pas été obligé de s'allier avec l'extrême droite, je ne crois pas qu'il aurait fait tout ce qu'il fait depuis 2 ans. Voilà. Parce qu'il a été Premier ministre depuis, 15 ou 16 ans. Et donc, pendant toutes ces années où il était Premier ministre, il ne s'est jamais lancé dans des aventures
aussi meurtrière, aussi extrémiste, contraire même aux intérêts fondamentaux du pays. Et donc, s'il le fait aujourd'hui, et malheureusement, il le fait pour de mauvaises raisons, ben c'est parce que, voilà, les hommes politiques, et on a un exemple en France, ils préfèrent leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt de leur peuple et de leur pays. Très bien, merci. Allez, KMB. Merci beaucoup. Et, bonsoir, on m'a invité dans votre live. Merci de m'avoir fait monter. Bonjour, Monsieur Cohen. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube de votre part. Si j'interviens, c'est qu'on oublie énormément de parler des jésuites. Et bon, moi, ça fait des décennies que je m'intéresse à la Fondation Rothschild et comment les Rothschild ont financé pas mal de guerres, vous le savez vous-même. Et donc, aujourd'hui, c'est l'Empire américain, comme on dit. Et bon, il y a un nouvel ordre mondial qui est en place par ces grandes dynasties comme les Orsini, Pallavicini, Aldobrandini, Farnese. Et donc, il y a toute une logistique militaire qu'on doit dénoncer. Et il y a toute une logistique aussi de la finance, comme le monsieur a parlé avant. Donc, il y a un mécanisme d'État, il y a un mécanisme de la haute finance. Quand on regarde, par exemple, comme disait Stéphane Blett, paix à son âme, vous connaissez sûrement. Et il y a un monument à Paris qui est très intéressant, c'est qu'on voit le système hébraïque au-dessus de la franc-maçonnerie, qu'il a dénoncé en même. Et là, ça a coûté sa vie aussi. Quand on voit Bernard Maris liquidé à Charlie Hebdo, qui était le conseiller de la Banque de France, liquidé parce qu'il dit qu'on est esclave de la dette de l'État. Vous savez sûrement que Macron a travaillé à la Banque de Rothschild en 2010-2012. Vous savez que Pompidou, la loi Pompidou 1973-7 est une loi rothschildienne. Alors attendez, excusez-moi, KMB, excusez-moi, je vous arrête tout de suite parce que là, on est en fin d'émission. Essayez d'être concis, que M. Cohen puisse au moins répondre à votre question. D'accord. Soyez concis, court, comme ça il pourra répondre parce que sinon là, vous allez développer trop et ça va être compliqué. Je voulais dire, vous avez parlé des lois maritimes, bien sûr, je parlais des lois maritimes. Vous avez le canal de Suez qui a été créé au 19e siècle par la maison Rothschild. Et d'autres financements des grands banquiers comme la famille Warburg après, mais pas, vous savez. Et vous avez BlackRock aujourd'hui, quand on parle beaucoup, et Vanguard. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux sociétés qui viennent d'acheter il n'y a pas longtemps, la famille Lee, le canal de Panama? Donc celui-là qui contrôle les voies maritimes aujourd'hui, en 2025, va contrôler une grande partie de l'économie mondiale. Si vous pouvez me parler là-dessus. Merci KMB, question très intéressante. Monsieur Cohen? Ben, écoutez, tout à l'heure, j'avais dit que le monde est un champ de confrontation. Tout à l'heure, j'avais dit que les relations internationales, le monde, l'univers est un champ de confrontation. Il le sera toujours. Et l'argent, avant par exemple, aujourd'hui, la banque est une forme. C'est la forme de les groupes. La banque ou bien les groupes comme BlackRock, etc., sont la nouvelle forme des groupes qui entrent en conflit ou des groupes qui cherchent la domination. Voilà. Il fut un temps où c'était les navires, les navires marchands ou les pirates. Et puis après, ça a été peut-être les chemins de fer ou les armes. Aujourd'hui, ça prend une autre forme. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que on peut s'attacher à la forme, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a, l'argent et la finance et les banques sont un moyen, le moyen le plus visible ou le moins visible, parce qu'on ne sait pas vraiment qui contrôle qui, dans quelle mesure, etc., qui peut dire l'étendue du contrôle de la banque Rothschild, par exemple, sur le système financier, sur les gouvernements, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les circuits financiers ont pris une importance colossale. Voilà. Mais demain, ça peut être autre chose. Voilà ce que moi, je ne m'attache pas. Comment expliquer ça? C'est-à-dire, j'envisage, ok, je laisse ça aux spécialistes d'étudier. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, loin de là. Je laisse aux spécialistes le soin d'étudier
les luttes financières. Je ne sais pas moi, par exemple, 2008, comment on a créé artificiellement un effondrement des banques et comment on a réussi à faire que les gouvernements occidentaux renflouent les banques au détriment des populations, etc. Bon, il y a des spécialistes qui ont fait des livres là-dessus, etc. Ce que je veux dire, c'est que au XXIe siècle, le financier a pris une importance très importante. On n'a jamais vu, le monde n'a jamais connu des fortunes personnelles. Ça n'a jamais existé. Il y a 30-40 ans, on n'aurait jamais vu quelqu'un qui possède une fortune équivalente au PIB de plusieurs pays, de la moitié de la planète. Donc ça, c'est tout nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est typique à une époque. Mais en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que dans 100 ans peut-être, ça sera il y aura un autre moyen d'entrer en conflit ou de dominer le monde. Voilà, ça n'a pas toujours été la finance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. J'ai donné tout à l'heure un exemple de l'Espagne et du Portugal qui étaient les dominateurs du monde au XVe siècle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était celui qui avait pas la plus grande banque. À l'époque, c'était celui qui a la plus grande flottille marchande. Ben voilà. Et donc, eux, ils sillonnaient le monde, ils contrôlaient le monde, ils avaient des pirates, etc. Aujourd'hui, bon, au XIXe siècle, c'était l'industrie, c'était pas la finance. Et ben, au XXe siècle et surtout au XXIe, c'est la finance. Dans un siècle, je ne sais pas ce que ça sera. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis incapable de parler de la finance. Voilà. Bien sûr, on connaît la domination des Rothschild, etc. Mais c'est une époque, voilà. C'est-à-dire, les relations internationales sont, comment dire, elles se développent dans un rapport de confrontation et de domination. Voilà. Aujourd'hui, c'est la finance. Moi, je ne pourrais pas vous en parler de la finance, mais c'est la finance. Mais avant, ce n'était pas la finance. Donc, il ne faut pas. Enfin, comment dire c'est qu'il faut comprendre que le monde marche ainsi. Voilà. Maintenant, moi, je ne peux pas vous parler de vraiment, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas un spécialiste, je ne connais pas grand-chose. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 ou 20 milliardaires qui pratiquement ont le même PNB que, je sais pas, que les 3/4 des pays du monde. Et donc, c'est quelque chose de particulier et ça donne ça façonne un monde particulier. Voilà. C'est-à-dire que on voit, par exemple, une conséquence concrète de ce phénomène, c'est que les gouvernements sont soumis à ces groupes de pression. Et donc, vous savez, par exemple, comme des fortunes comme Lagardère, etc., en France, qui ont doublé ou triplé leur capital en quelques années, ce qui n'est pas normal. Mais pourquoi ? Parce qu'ils obligent les gouvernements à retirer l'argent versé au peuple, aux salariés, etc., dans les services publics et à le donner aux milliardaires. Ça donne un autre monde. Voilà. Où je veux en venir, c'est que voilà, nous n'échappons pas au rapport de domination et de contrôle. Voilà. Aujourd'hui, ça prend l'aspect financier. Très bien, merci M. Cohen. Alors bon… Une seconde là-dessus, juste une dernière question. S'il te plaît, il y a pour 2 secondes. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Monsieur Cohen,
En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les accords qu'ils ont signés Israël, dans un mois, ils vont s'asseoir dessus. C'est fort probable. Oui, j'avais compris comme ça aussi. Monsieur Cohen, il y avait Saïd qui avait une dernière petite question. Saïd, allez, Saïd. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, sois court s'il te plaît, concis. On est au bout là. Merci. D'accord. Monsieur Cohen, s'il vous plaît. En fait, ce que je crois, c'est que on a essayé pendant longtemps de nous faire croire que c'était pas une guerre eschatologique et religieuse, alors qu'au fond, ça l'est. Parce que sinon, Israël ne pourrait pas tuer au nom du Talmud ou au nom de certaines lois venant de la Torah. Donc, qui considèrent par exemple les Palestiniens ou bien le reste du monde comme étant des sous-hommes ou des personnes qui sont des viles personnes qui sont bons à être tuées ou assassinées ou je ne sais pas. Donc pour moi, juste ma question, enfin c'est pas une question, c'est juste une supposition. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir là-dessus? Est-ce que c'est eschatologique? Et moi j'en suis convaincu. Ok. Je termine à travers les médias, on essaie à travers les médias de nous dire que ça ne l'est pas. Ok, très bien, merci. Monsieur Cohen, en quelques mots et on clôturera là-dessus. Je ne suis pas d'accord parce qu'à l'origine, bon, j'ai pas le temps maintenant, hein, mais on peut peut-être en parler une autre fois. À l'origine, c'est-à-dire que je parle des années 1920, 30, 40, 50, 60 et 70, le sionisme ne combattait pas au nom d'une religion et au nom du Talmud. Voilà. Mais on reprendra ce débat si vous voulez. En fait, l'évolution est venue a posteriori avec le développement. Il faut vous dire une chose, Israël, dans les années 50 et 60, il n'y avait même pas 2% de religieux. Voilà. Et donc, ça vous donne une idée, sauf qu'aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a la population a changé, l'idéologie a changé, mais ce n'est pas ce qui, à l'origine, les sionistes n'ont pas fonctionné selon ce schéma-là. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen pour avoir prolongé un petit peu l'échange ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée à vous et un bon week-end. Merci également. Bonsoir. Voilà les amis, toutes celles et ceux qui ont participé, je vous en remercie pour les partages, les tapotages et pour celles et ceux qui ont pris le live en cours, vous avez toujours la possibilité de le revoir en rediff en vous abonnant à la chaîne Altitude et vous avez aussi la possibilité de faire un petit geste pour contribuer à ce que ces émissions perdurent dans le temps. Voilà, excellente soirée à vous, un excellent week-end et que la paix soit sur vous. Salam alaikum.